Kitsch, nous dit le Robert, se dit d'un style ou d'une attitude esthétique caractérisée par l'usage hétéroclite d'éléments démodés ou populaires, considérés comme de mauvais goût par la culture établie et produits par l'économie industrielle. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette définition? Trois choses au moins, me semble-t-il. D'une part, que le kitsch est bien évidemment un phénomène esthétique, qui implique une appréciation, une question de goût, qui engage un goût, mais c'est, loin s'en faut, un phénomène limité au seul domaine de l'art. Le phénomène esthétique du kitsch est un phénomène général qui concerne toutes les sphères de l'existence, qui concerne donc l'éthos, la manière habituelle de vivre, les formes de vie en général. C'est un phénomène qu'on pourrait baptiser de phénomène esthétique, en ajoutant au mot esthétique un second H pour renvoyer à la dimension de l'éthique. Le deuxième trait caractéristique du kitsch, me semble-t-il, c'est que c'est un phénomène parfaitement moderne. C'est une perversion du goût populaire qui apparaît à l'époque de la grande industrie et de la production d'objets par cette grande industrie, et à l'époque de la culture de masse qui va avec. On pourrait ajouter encore que sans doute l'image, dans cette culture de masse, la plus contemporaine, a pris une place prépondérante, une place déterminante. La troisième chose que nous pourrions retenir de cette définition, c'est que le kitsch est évidemment, comme adjectif, avant de devenir un substantif, c'est une évaluation, c'est un qualificatif dépréciatif, péjoratif, qui suppose, comme le laisse entendre la définition, une instance extérieure à partir de laquelle quelque chose est jugé comme kitsch, une instance extérieure qui se suppose elle-même évidemment supérieure. Donc ça suppose en arrière-plan la haute culture au regard de laquelle tel ou tel objet, tel ou tel comportement, telle ou telle conduite peut être considéré comme kitsch. On pourrait dire de ce point de vue-là que dans une échelle du beau, nous aurions le sublime qui désigne le grand art, l'exception, le sublime qui est un superlatif du beau, tandis qu'à l'inverse, évidemment, le kitsch est un péjoratif du beau, tout à fait en bas de l'échelle. Est-ce que, de ce constat que j'ai fait d'une montée en puissance du kitsch, on pourrait en déduire une décadence du goût? Je ne sais pas si je m'engagerais jusque-là, c'est une question qu'il faudrait développer, mais je ne vais pas m'y attarder. On la trouve chez Walter Benjamin en particulier. Bon, plutôt que de se lamenter sur une décadence du goût, je crois qu'il est plus intéressant, pour saisir notre objet, d'essayer de comprendre le mécanisme du kitsch. D'abord, ce mécanisme esthétique, comment ça fonctionne, comment ça apparaît, quel est le glissement qui nous fait passer du beau ou de la prétention au beau au kitsch. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de comprendre, non pas à la manière du sociologue, la relativité du goût qu'implique le jugement de quelque chose comme étant kitsch, à la façon de Bourdieu, si vous voulez, à partir d'une sociologie de la distinction, mais plutôt, je vais essayer de définir une compréhension anthropologique à partir de laquelle je vais dégager le besoin qui fait que nous sommes portés au kitsch, au fond, parce que nul n'échappe au kitsch, voilà au fond l'hypothèse qui est la mienne, et puis on verra comment un retournement est possible. Aujourd'hui, me semble-t-il, dans le contexte du capitalisme, dans le contexte des sociétés de contrôle, ce à quoi nous sommes confrontés, au fond, nous, occidentaux, c'est pas un fascisme iconoclaste, violent, de ceux qui voudraient détruire les idoles, comme on peut le faire en Afghanistan, quand on détruit les statues de Bouddha. Non, c'est un fascisme iconophile, un fascisme doux de l'image, de l'imagerie kitsch, qui au fond agit comme une sorte de soporifique et nous endort quant aux réalités et aux ravages du capitalisme. Et alors donc, c'est des petites images rassurantes, des publicités, des séries télévisées, tout ce qu'on peut imaginer, les magazines People. Bon, c'est le nouvel opium du peuple, où se trouve confortée l'illusion d'un monde où le soleil brille toujours, où les corps sont tous bronzés et minces, évidemment, et où la vieillesse elle-même est jeunesse, évidemment, une jeunesse plaisante, etc. Bon. Aujourd'hui, le partage n'est plus le vieux partage moderniste entre kitsch et avant-garde, Kaamelott et avant-garde, mais le partage travaille de manière immanente la culture populaire elle-même. Il me semble que déjà
dans l'art populaire, dans les musiques actuelles par exemple, on observe, si on regarde les choses d'un peu plus près, on observe tout un travail où en effet des artistes inventent des formes neuves qui résistent au kitsch ambiant. C'est-à-dire qu'il y a une façon de travailler de l'intérieur la musique de variété, disons ça comme ça, qui est parfaitement inventive, qu'on trouverait, je ne sais pas, on va citer des groupes nantais qu'on trouverait chez Hocus Pocus par exemple, ou La Jam, bon, des groupes peut-être que vous connaissez. Donc il ne me semble pas que la posture iconoclaste soit suffisante à l'art d'aujourd'hui. Je crois que l'art a encore à produire des images, des idylles précisément, mais des idylles qui favorisent une réinstitution imaginaire de la société. C'est-à-dire que c'est seulement si l'art nous fournit, par des exemples, par des fictions, ça concerne évidemment le cinéma, le roman, la poésie, tout ce qu'on voudra, tous les arts, c'est seulement si l'art nous fournit de telles images que nous allons pouvoir précisément imaginer concrètement ce que peuvent être, ce que pourraient être des formes de vie qui seraient enfin soustraites à l'horizon supposément indépassable de la raison économique. Donc il y a une tâche de l'art qui est de travailler à fournir des images, y compris des idées, des images d'un bonheur possible au fond, mais qui échappent à cette logique de la marchandise au fond dont nous sommes submergés. Il faudra donc distinguer une bonne idylle et une mauvaise idylle. J'enverrai un dernier exemple, pour rester dans le temps qui m'est imparti, dans le cinéma, en citant les derniers mots d'un très beau film documentaire, autodocumentaire de Carmen Castillo, que peut-être certains d'entre vous ont vu, le film qui évoque la résistance d'un mouvement de gauche, d'extrême gauche, le MIR, sous Pinochet. Le film de Carmen Castillo s'appelle Calais Santa Fe, rue Santa Fe, et les derniers mots du film c'est il y a toujours, dit-elle, je cite ça de mémoire, il y a toujours des luttes et des œuvres qui travaillent à réinventer l'enchantement du monde. C'est-à-dire que l'art a toujours, me semble-t-il, à réinventer l'enchantement du monde.